Bienvenue en la forteresse des ducs de Bourbon, à votre époque toujours propriété des descendants de Louis-Philippe, le comte de Paris, duc de France, et ce par le biais d'une fondation, la fondation Saint-Louis. Alors nous voici dans une salle des vivres, salle qui va servir à garder de quoi manger, de quoi boire en cas de siège ou d'attaque de la forteresse par nos ennemis. Maintenant vous pouvez regarder ce gros trou au milieu de la pièce qui vous intéresse tant. 12 mètres de profondeur par 5 mètres de diamètre. Et me dire qu'est-ce que ça pouvait être bien, mais chez matelas constitué d'une bonne couche de paille tout simplement, ça isole bien, mais l'inconvénient c'est que ça gratte. Alors on va devoir mettre une toile pour s'en préserver et rajouter des peaux de bêtes, qui pour les simples soldats vont être simplement des peaux de vaches, de chèvres et de moutons. D'autres soldats vont aller à tour de rôle monter la garde aux fenêtres de guet. Ils sont tellement superstitieux d'ailleurs que le seul cul de lampe, ici représenté, représente la tête d'un moine, dirigé expressément sur eux pour veiller sur leur sommeil. Mais au XIIIe siècle, ces mêmes soldats qui sont au nombre de 3 fois 60 soldats dans la forteresse, mais on va pouvoir les utiliser effectivement en armes, puisque c'est très tranchant, pointu, bouillard, fossiles, faux. Ces faux sont préparés pour être utilisés par les piétons, les soldats à pied, pour venir couper, trancher les jambes, les pieds des chevaux. Car on est très petit, on fait 1,50 m à 1,55 m en moyenne. Vous avez peut-être vu en montant le restant de petits couloirs sur votre gauche. Pour indication, il m'arrive là. Donc, avec un cheval ou un chevalier qui vous fonce dessus, vous avez tout intérêt à faire tomber la pauvre monture pour atteindre l'ennemi qui se trouve au-dessus. Ici, nous passons sur de vraies armes, les Vouges, ancêtres de la future albarde, toujours constituées d'un grand tranchant, une grosse pointe et un herbeau ou crochet très pratique selon sa forme. Vous pouvez achever un ennemi au sol, lui arracher son bouclier, son casque, mais contre un cheval, c'est aussi très pratique. Vous avez 35 hectares, déjà présents à cette époque. Très bon système de défense. L'ennemi va avoir beaucoup de mal à s'approcher par là, avec des échelles d'assaut, des tours d'assaut, ou à creuser des tunnels de sap par-dessous qui tentaient de faire écrouler les remparts. Chez le voisin suivant, au pignon de sa maison, derrière l'arbre, vous voyez bien de vieilles pierres. Et sous son terrain, on voit bien la forme d'une tour carrée de défense. En face, dans le jardin fermé, il faut s'imaginer une même tour de même modèle. Et entre les deux, un morceau de rempart, une part de rempart, qui permettait de fermer socialement et militairement. Qui qu'engrogne, je ferais bien construire ma tour. Elle a été conservée intacte car durant la Révolution française, elle a été utilisée comme prison. En revenant plus près de nous, derrière l'arbre du voisin, l'arbre blanc du voisin, on a les vestiges d'une demi-tour circulaire. Et en revenant plus près de nous, sur notre square avec les 4 arbres, s'élevait la première Sainte-Chapelle, seule Sainte-Chapelle du château, de style roman, qui a bien conservé et contenu dans son intérieur les Saintes-Reliques qui sont toujours visibles à l'église de Bourbon-l'Archambault, puisqu'elles ont été cachées à l'époque par le curé de la région. C'est un fossé artificiel, creusé à l'origine quand on a installé les 3 tours sans leur rempart, pour ralentir l'ennemi. Il n'y avait que très peu d'eau. L'ennemi a été ralenti par d'innombrables puits en bois bien pointus ou des barricades de bois. Mais pour ceux qui sont arrivés par le pont en pierre, à l'origine c'est l'emplacement du pont-levis, entrée principale du château, avec son pont mobile et sa barbacane de défense. Une barbacane de défense, vous allez la voir tout à l'heure dans la salle de la maquette, mais je vais vous l'expliquer simplement. Du côté de ces maisons, il y avait 2 tours circulaires accolées l'une à l'autre, avec une tour rectangulaire collée juste derrière. Le système de défense étant le suivant. Le même passage qui d'habitude en temps de paix laissait passer paysans, chevaliers, etc. était fermé à ses 2 extrémités par des herses de grandes grilles en bois et fer. Vous arriviez à fracturer la première. Il fallait traverser un couloir avec la deuxième
Herse qui vous attendait au fond. Évidemment, nos soldats vous attendaient et vous lançaient tout ce qu'ils avaient à main sur la tête. Vous voici donc dans le repère de l'alchimiste, cet homme mi-sorcier, mi-apothicaire, soit dans votre époque, je crois qu'on appelle ça un pharmacien, va nous faire des médicaments, des onguents, des pommades pour nos blessures, nos maladies. Pour cela, il va cueillir des plantes tout autour du château, qu'il va faire sécher. Plantes qui après seront hachées menues, puis chauffées à vive feu pour obtenir 3 types d'œuvres, 3 états végétaux. Alors dans cette pièce scriptorium, qu'il faut à l'origine imaginer dans une annexe de la chapelle gothique, puisque là on est toujours dans des tours de défense, les moines qui seuls à l'époque savent lire et écrire vont venir recopier des ouvrages, des livres que l'on se prête comme des objets très précieux de château en château ou de monastère en monastère. Pour cela, ils peuvent à main mettre plus d'1 an pour recopier un seul livre. Et ils vont utiliser donc 4 types d'écriture: l'onciale romaine des 6e, 7e siècles, la caroline qui se trouve ici de l'époque carolingienne, et les 2 gothiques textura et rotunda 14e et 15e siècle, l'écriture évidemment des textes saints. Mais comme matériel, ils vont utiliser des plumes. De préférence, on aime bien les plumes d'aigle, mais dans la région, la vérité, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'aigles. Alors on va se rabattre tout simplement sur des plumes d'oie, coupées en biseau, puis fendues, qui seront trempées dans un liquide noirâtre, également fabriqué par notre alchimiste, qui va y mettre de la suie, du suif, du charbon de bois, des raclures de chaudron, ce qui a bien brûlé au fond du chaudron. Pour lier le tout, il va mettre de la poudre moulue du talc. Et comme réactif et fixatif, à votre avis, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir utiliser pour que l'encre dure sur les parchemins pour les siècles et les siècles? Mais pareil que l'illustration d'en bas, parce qu'on est très nombreux dedans. Il y a toute la famille. Si un hôte de passage de haut rang tout de même vient en la forteresse, il va venir ici dormir aussi, mais tout seigneur qu'on soit. On va aussi avoir le matelas multipareil. La toile de lin cette fois-ci, quand même, on n'est pas seigneur pour rien. Et les mêmes couvertures avec des peaux de bêtes. Sur ce lit, on a 2 armoiries, 2 blasons. Tout d'abord celui de Dame Béatrix, d'or brochant un lion de gueule, donc rouge en terminologie héraldique, et garni de 8 coquilles de Saint-Jacques azur, bleu. Mais pourquoi des coquilles de Saint-Jacques? Pour bien signifier que les ancêtres de Dame Béatrix ont de nombreuses fois participé au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Pourquoi le 8? Parce que ça représente une courbe infinie. On veut que son héritage, que sa lignée aille au travers des siècles. Avant l'an 1300, il faut s'imaginer qu'il n'y a pas de véritable salle pour se laver. Le baquet va être placé dans la chambre ou dans la grande salle à vivre. On n'est pas très pudique. Alors il y a 3 manières de se laver. Pour le simple soldat, le simple paysan, il va aller au bord de l'étang, au bord d'une rivière, se laver tout simplement. Les gens des villes, durant un temps, avant que l'Église ne s'en mêle, ils pourront bénéficier des bains. Non, il n'y a pas d'égouts. Les égouts romains ont disparu. Il y a encore, par contre, quelque chose des Romains, les bains publics, les thermes. Ça maintient la population assez propre. Mesdames, messieurs, les enfants, pour quelques instants, l'association Légende des Détours est fière de vous présenter Méroé, l'héritage des Évains. Bon héritage!